Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Il l'a fait. Jean-Luc Mélenchon a réussi à rassembler la gauche. Est-il devenu le premier opposant à Emmanuel Macron ? En tout cas, c'est une alliance, si elle est validée, je crois que les socialistes doivent voter là-dessus bientôt, si elle est validée, elle est un peu contre nature. C'est la prise de pouvoir idéologique de Jean-Luc Mélenchon et donc de l'extrême gauche sur la gauche tout entière. C'est évidemment assez problématique. Problématique pour qui ? Problématique pour la France. Pour la France. Par principe, puisque c'est une proposition politique pour la France. Et cette proposition politique, elle est totalement incohérente. Je ne vois pas les socialistes aujourd'hui défendre la réforme des retraites à 60 ans, parce que c'est la fin du modèle par répartition. C'est-à-dire c'est le modèle par répartition qui met la clé sur la porte. Je ne vois pas non plus les socialistes, j'ai pas compris qu'ils étaient contre le fait d'aider l'Ukraine, comme l'a été le groupe de M. Mélenchon. Je ne vois pas non plus les socialistes très pro-européens considérer qu'on peut, au fond, ne pas respecter les traités européens, donc in fine aboutir à la disparition de la France en Europe et donc de l'Europe tout court. Problématique parce que la victoire d'une forme de radicalité, c'est ça que vous laissez entendre ? Oui, mais c'est l'extrême gauche. Il y a l'extrême droite d'un côté, c'est le Rassemblement national, c'était M. Zemmour. Il y a l'extrême gauche de l'autre. Je ne simplifie pas, c'est la vérité idéologique. Après, chacun vote comme il veut. Quand mais le PS c'est un autre modèle pour notre pays, c'est la paupérisation du pays. Quand le PS rejoint Jean-Luc Mélenchon, c'est à vos yeux comme si les LR rejoignaient Marine Le Pen ? Oui, ça ressemble à ça, bien sûr, évidemment. Et ça devrait créer d'ailleurs exactement les mêmes cris d'impossibilité, d'indignation. Et je vois que c'est pas le cas. Bernard Cazeneuve s'est indigné, il a claqué la porte du Parti socialiste. Oui, pour l'instant, c'est un des rares à l'avoir fait, mais je vois qu'il y en a d'autres qui le font sur les plateaux télé ou qui le diront, j'imagine, à leurs propres camarades socialistes lors de leur conseil national. Il y a un moment donné, moi, j'ai pas en charge l'avenir du Parti socialiste, mais je pense quand même qu'il y a un certain nombre de règles qui fait qu'il ne peut pas y avoir de confusion idéologique. Quand Mitterrand avait fait les blocs de gauche, il avait fait autour d'un parti central, d'un parti républicain. C'est pas le cas aujourd'hui de LFI. En tout cas, il ne veut pas de la République telle qu'elle est aujourd'hui, ou du mode de vie. C'est une écologie punitive, totalement punitive. Sandrine Rousseau, c'est une écologie punitive. Tout le monde aura des punitions tout le temps. Donc vous considérez au fond qu'il y a une partie des socialistes qui ont surtout vocation à rejoindre Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a une partie des socialistes, c'est un peu dans l'ADN d'Emmanuel Macron, c'est qu'au fond d'avoir fait sauter des digues, qui étaient en grande partie artificielles au fur et à mesure des années. Les choses ne se sont pas faites d'un coup, entre d'un côté des sociodémocrates et de l'autre des gaullistes, libéraux, républicains, je fais partie de cela, et qu'on peut gouverner ensemble parce qu'on a une vision de progrès du pays. Il y a une gauche de progrès, il y a une droite de progrès. Et cela doit, à un moment donné, faire leur alliance, leur capacité à gouverner ensemble, doit au contraire doit faire en sorte que la France avance. C'est là qu'on se rend compte qu'on a changé d'air. Entendre Éric Woerth, ancien LR, appeler les socialistes à rejoindre sa grande famille politique. Mais j'appelle personne parce que honnêtement, c'est pas le sujet. Enfin, je pense que chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne ma conviction. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti des Républicains et que j'étais profondément attaché à ce parti. Je suis profondément attaché aux convictions qu'on a défendues à l'intérieur de ce parti. Mais il a dérivé. Et à un moment donné, il faut regarder les choses en face. La France, elle peut pas attendre 5 ans. La France, elle a besoin évidemment de mener une politique de transformation, d'investissement tout à fait considérable. En tout cas, ce que je comprends, il faut le faire. On peut pas être des observateurs de ça. Il faut en être des acteurs. Sinon, il n'y aura plus de formation politique du tout. Ce que je comprends, c'est ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que vous considérez que c'est dangereux pour le pays, ce qui est en train de se passer. Cette initiative de Jean-Luc Mélenchon et le fait qu'ils disent « élisez-moi Premier ministre ». C'est dangereux parce que ça écrase toutes les valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs dans le champ républicain qui sont des valeurs de progrès, de respect humain, des valeurs politiques aussi, notamment le fait que affaiblir l'Europe, c'est pas renforcer la France, c'est exactement le contraire. Affaiblir l'Europe, c'est affaiblir la France. Voilà, toutes ces valeurs qui ont été d'ailleurs terriblement mises en avant par les crises que nous venons de traverser, ces valeurs, elles sont plus que jamais vraies, mais aussi plus que jamais fragiles. Ça fait 22% à la présidentielle. Oui, mais il faut que ça baisse. Et pour baisser, il n'y a que les résultats qui comptent. Ce n'est pas les symboles qui comptent, c'est les résultats qui comptent. Et les résultats, c'est la réforme. Et pourtant, il y aura peut-être quelques symboles. Quand vous apprenez que le poste de Matignon a été proposé à 2 femmes issues des rangs de la gauche, ça vous inquiète ?
Non, ça ne m'inquiète pas particulièrement. À partir du moment où le programme de réforme est clair. Et le programme de réforme, c'est celui du président de la République. Il a été élu, donc il a un programme qui doit faire évoluer en fonction des concertations, en fonction des négociations. On doit parler avec le pays. Y compris sur les retraites. Les modalités de mise en œuvre d'une réforme des retraites, elles doivent être évidemment discutées. Nous l'avions fait nous-mêmes à notre époque. Pas la finalité, l'objectif doit rester le même. La finalité, c'est de donner une visibilité, une durabilité, de faire en sorte que le régime par répartition des retraites, que la justice entre les générations, entre les actifs, entre les retraités, soit conservée sur le long terme. Les 65 ans, ça ne vous paraît pas négociable quand même. On ne peut pas faire dépendre le financement des retraites des marchés financiers. Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas parler de justice, notamment lorsqu'on parle... Alors, si on veut que les retraites repassent à 60 ans, c'est effectivement la fin du modèle par répartition. C'est le modèle social le plus emblématique du pays. Ça ne vous paraît pas négociable, 65 ans? Non, mais au regard des finances publiques et de la nécessité de réformer. À un moment donné, réformer. L'espérance de vie bouge, et donc dans tous les pays, on a bougé évidemment l'âge de la retraite, et j'en étais un des principaux acteurs il y a quelques années en faisant passer la retraite à 62 ans. Mais ça veut dire qu'il faut faire aussi évoluer évidemment l'âge au travail. Ça veut dire beaucoup de travail sur la pénibilité, sur des carrières longues, sur tous ces sujets qui demandent beaucoup de précision. Et tout ça demande beaucoup de discussions, mais ça demande aussi une action. On ne peut pas être immobile. Il n'y a pas un blanc-seing pour l'immobilisme. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de bouger, et ce serait assez curieux qu'on tire les conséquences de ces élections pour être immobile. Et Emmanuel Macron n'a pas été élu pour être immobile. Il va y avoir un collectif budgétaire dès cet été. Revalorisation des retraites, des minima sociaux, chèques alimentaires, pérennisation sans doute de l'aide sur les carburants, d'autant que l'embargo sur le pétrole a été annoncé par les Européens, donc les prix de l'énergie vont continuer à monter, gel des prix du gaz. Vous attendez un collectif budgétaire et un rectificatif de plusieurs milliards. Il y aura obligatoirement un rectificatif budgétaire parce que la vie se rectifie tout le temps, parce que les crises augmentent, parce que les prix augmentent, parce que l'inflation était évidemment beaucoup trop élevée pour les Français, que les prix de l'énergie vont probablement continuer à bouger compte tenu des tensions qu'on voit partout, des embargos aussi, par exemple sur le pétrole russe. Donc il faut assumer cela. Donc il faut évidemment que les retraites augmentent, il faut aussi que les entreprises puissent à un moment donné rediscuter avec les salariés, mais ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup d'actions à très très court terme qui vont coûter cher, mais ne pas agir coûterait encore plus cher. Ça vous inquiète plus? Si, ça m'inquiète. Évidemment que ça m'inquiète. Je me demande très sincèrement si le Éric Woerth d'avant m'aurait pas dit ce matin, attention, 2900 milliards de dettes, ça oblige aussi le chef de l'État. Attention, la Fed a augmenté ses taux directeurs. Attention, nous sommes fragiles sur nos finances publiques. Mais c'est ce que je pense profondément. Évidemment qu'on est fragile sur nos finances publiques. Évidemment que la dette est un sujet très, très, très inquiétant. Simplement, quand les taux remontent. Je note que le penchant naturel de la France depuis longtemps, c'est évidemment toujours de dépenser plus. Et donc d'accroître les déficits et d'accroître la dette. On continue du coup. Donc si on reprend les mêmes méthodes devant un pays qu'on doit transformer en profondeur, alors ça ne marchera pas. Il faut d'autres méthodes, d'autres visions. Les autres visions, c'est de ne plus parler de la dépense en quantité, en valeur, comme ça, en volume, sans jamais regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais en qualité. Aujourd'hui, on dépense trop et on dépense mal. Il faut rectifier cela. Et il y a beaucoup de possibilités, on n'a pas le temps de les évoquer. Et puis, deuxième point, il faut évidemment faire une très grosse différence entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. La France, elle est devant un mur d'investissement. C'est une bonne nouvelle, d'une certaine manière, parce que de cet l'investissement écologique est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais. Ça peut aussi provoquer de la croissance. La seule solution, c'est évidemment de réformer notre pays. Et de réformer notre pays dans la justice, de réformer notre pays dans l'efficacité économique. Et c'est là où on retrouvera une souveraineté financière et de la souveraineté de nos finances publiques, sans oublier la mutualisation européenne. Ouais. Nous partageons la même monnaie, donc tout ce qui concerne les taux d'intérêt et l'inflation concerne beaucoup l'Europe. Dette, inflation à 4,8, mais certains de la grande distribution notamment évoquent sur les produits alimentaires une inflation à 10%. On pourrait parler aussi de la croissance nulle. Est-ce que ce début de quinquennat sera inévitablement, j'allais dire, compliqué sur le plan économique avec des voyants qui sont quasiment tous au rouge? C'est une équation je n'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup eu à résoudre des équations aussi compliquées
compliqué entre l'investissement à faire, entre des crises géopolitiques que chacun connaît, et très compliqué pour notre démocratie, un pays sous tension. Il faut à la fois apaiser et réformer. Il n'y a pas d'autre solution pour le pays. Et c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, dans ce monceau, cette avalanche de mauvaises nouvelles. C'est aussi une bonne nouvelle. Le progrès est une bonne nouvelle. La vie est une bonne nouvelle. Alors c'est pour ça qu'il faut à la fois des mesures d'aide ponctuelles pour tous ceux qui ne peuvent pas y arriver. Et il faut le faire. Et si on ne le fait pas, c'est pire que tout. Et puis en même temps, il faut évidemment beaucoup de mesures d'investissement. Merci. On gardera cette phrase ce matin. La vie est une bonne nouvelle. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Oui, bien sûr, la vie est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci à tous les deux. Éric Woerth, un député de l'Ouest qui était donc l'invité des 4V ce matin. Et pour lui, le PS qui rejoint la France Insoumise pour les législatives, c'est comme si LR rejoignait le Rassemblement national. Une alliance dangereuse, selon lui, surtout en ce moment de crise.